Donc nous, on a fait une table ronde avec plusieurs intervenants, et donc moi j'ai la chance et le privilège d'être l'animateur de cette table ronde dédiée aux reptiles. Et alors j'ai écrit un petit texte d'introduction que j'ai pas appris par cœur, donc je vais le lire, mais qui résume un petit peu, qui va lancer cette table ronde. Aidez-moi, j'ai peur pour mes animaux de compagnie, et j'ai des enfants en bas âge. Tel pourrait être le « Il était une fois » de bon nombre d'interventions reptiliennes. Basée sur un subtil mélange entre écoute, pédagogie et naturalisme, la médiation faune sauvage appliquée aux serpents devient d'autant plus complexe quand notre interlocuteur nous confie qu'il est tiraillé entre la posture du protecteur des êtres qui lui sont chers, avec un oppressant devoir de mise à mort bien évidemment, et des interrogations prégnantes sur le bien fondé de ses connaissances sur l'animal aux allures patibulaires qu'il a en face de lui. Alors, si on doit résumer, quel est le meilleur moment pour placer dans la discussion que l'animal qu'il y a dans le salon est en voie de disparition, que sa destruction est passible de sanctions, mais que la cohabitation est possible? C'est tout l'objet de cette table ronde à laquelle nous vous proposons de participer sur le thème « Serpents, comment favoriser la cohabitation avec des espèces présumées dangereuses, mais protégées ». Et donc pour débattre autour de cette table ronde, parce que du coup vous aurez la parole sur cette table ronde, donc on a 3 spécialistes. Donc Gilles Potier de Nature en Occitanie, qui est herpétologue, batracologue réputé, notamment spécialiste des lézards des Pyrénées, entre autres, et qui nous fera une présentation sur le contexte un petit peu de notre lien intime ou pas avec le monde des serpents, le monde des reptiles. Ensuite, on a Gaël, j'ai perdu ton nom Gaël, hop, Gaël Leroux. Gaël Leroux, qui est pharmacien, toxicologue, responsable de l'unité de toxicovigilance au Centre Antipoison Grand Ouest du CHU d'Angers, et expert pour l'Agence de sécurité sanitaire sur les questions autour des toxines naturelles. J'ai appris qu'on appelait ça un toxinologue, voilà, qui du coup nous fera une intervention sur les envenimations liées aux reptiles. Est-ce un mythe, est-ce une réalité? Les serpents sont-ils vraiment si dangereux qu'on le prétend en France? Et on terminera par l'intervention de Jean-Marie Balloire, qui travaille à la SOPTOM, notamment sur des projets de conservation des reptiles, et notamment les tortues, qui est administrateur de la SHF, et qui a fait une thèse sur la perception de la biodiversité, et plus particulièrement des ophidiens, par les enfants en contexte scolaire. Donc on va parler des reptiles, donc notamment des serpents, on parlera du danger vrai ou faux, et par quels moyens et comment on peut aujourd'hui sensibiliser le public à ces espèces protégées et mal aimées. Comment va se dérouler la table ronde? Je donnerai la parole aux 3 interlocuteurs qui vont avoir à peu près 10 minutes de présentation. Ils vont s'enchaîner. Et à la fin, on aura questions ouvertes au public. On a voulu que ce soit interactif, donc on compte sur vous pour poser toutes les questions qui vous passent par la tête, des plus naïves aux plus pointues, parce qu'on a choisi des experts et des spécialistes qui auront réponse à toutes vos questions. Je leur mets pas la pression du tout, hein, c'était pas dans le contrat. Donc je vais donner la parole à Gilles qui va nous parler des serpents dans l'histoire et du lien avec l'homme. Donc, bonjour à toutes et à tous. Bon, l'idée, c'est dans ce premier temps là que je vais assurer, c'est de brosser un peu le portrait de la situation actuelle, historiquement comment un peu on a pu en arriver là, et quelle est la situation actuelle en termes de relations homme-serpent. Alors évidemment, je suis pas historien, je suis pas historien des sciences non plus. Donc je vais procéder de façon assez synthétique, voire un peu expéditive, mais dans tous les cas, ça constituera un substrat de discussion intéressant. Alors quelque chose d'assez intéressant, on va dire de façon assez ancienne, c'est que dans pas mal de religions de par le monde, sur tous les continents à peu près, si on remonte dans le temps, on s'aperçoit que le serpent est un animal plutôt estimé, plutôt vénéré, qui a sa place dans pas mal de panthéons de diverses religions un peu partout dans le monde. Je pense que vous connaissez tous le serpent à plumes des Aztèques, qui d'ailleurs était un peu une belle intuition en termes évolutifs, puisqu'ils avaient fait opérer la synthèse des reptiles aviens et non aviens en fait. C'était déjà bien vu à l'époque.
Après, vous avez le cobra royal des Égyptiens, qui était censé avoir des vertus protectrices vis-à-vis des pharaons. Donc en fait, il ne lui confiait pas quand même la destinée de n'importe qui, etc., etc. Et y compris en Europe même, dans le berceau même de notre chère civilisation occidentale, il y avait une couleuvre qui était l'attribut du dieu grec de la médecine, Asclepios, Aesculapius en latin, qui a donné Esculape en français, et c'est donc la couleuvre qu'on voit aujourd'hui s'enrouler sur le caducée des professions médicales et de certaines professions paramédicales. Voilà. Donc tout ça pour dire que le serpent, longtemps, a été perçu de façon plutôt positive, y compris d'ailleurs des espèces plutôt dangereuses pour l'homme et hautement venimeuses. Voilà, divers exemples, ici on est plutôt sur le continent américain. Encore divers exemples, symbole d'infinité, intercesseur entre le monde aérien et le monde souterrain, créature à qui on prêtait bien des pouvoirs. Et puis apparemment, les choses ont commencé à changer, on va dire, au moment de l'écriture de l'Ancien Testament à peu près, où en fait le serpent est devenu quelque chose de beaucoup moins estimé. Dans la Genèse, on peut lire, alors évidemment, j'en discutais tout à l'heure avec Valérie Chansigo, il faut évidemment considérer ça un peu avec prudence, parce que la Bible, l'Ancien Testament, il y en a depuis ses origines jusqu'à les traductions qui ne sont pas revenues jusqu'à nous. Évidemment, on n'a pas toujours affaire aux mêmes termes, mais ça peut être interprété de mille et une façons. Toujours est-il que dans les textes de la Bible auxquels on a accès aujourd'hui facilement sur Internet ou dans les librairies, on peut lire ça donc suite au fait que Ève ait été tentée par le serpent pour goûter du fruit des fruits. Donc Dieu s'est adressé au serpent en ces termes: puisque tu as fait ça, tu seras maudit parmi tout le bétail et tous les animaux sauvages, tu marcheras sur ton ventre, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Bon, par ailleurs, à l'adresse de la femme, il dit: j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, c'est dans la douleur que tu mettras des enfants au monde, tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. Je vous laisse en penser ce que vous voulez. C'est accessible sur Internet, vous pouvez, sur Google, vous tapez Genèse, la chute. Il faut savoir que quelques chapitres plus haut, antérieurement à ça, dans cette même Genèse, mais plus haut dans le texte, on trouvait un propos tout aussi puissamment féministe, tout aussi pas du tout anthropocentré, et en ces termes-là, donc reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Bon, voilà. Tout ça, on peut y voir l'explication à pas mal de choses, étant donné que quand même, en tout cas dans le monde, enfin en Europe occidentale, enfin, ce qu'on appelle la culture occidentale en général, nous avons hérité de siècles et de siècles de régimes plutôt majoritairement monarchiques, qui était quand même largement symbiotique avec la religion chrétienne, et donc les textes sacrés tels que l'Ancien Testament et la Genèse. Et donc on peut penser que d'une façon ou d'une autre, ça a plus ou moins transpiré chez pas mal de gens, chez pas mal de décideurs, de façon politique, de façon culturelle, etc. Et que ça aboutit à une espèce de détestation généralisée du serpent, de mépris généralisé du serpent, alors qu'auparavant, c'était pas le cas. Il y a quelque chose d'assez amusant, qui est assez génial en fait dans le propos biblique, c'est que en fait l'injonction à proliférer, à soumettre tout ce qui bouge, etc., 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 en fait, comme l'expliquait Valérie Chansigo ce matin, c'était déjà présent avant que l'Ancien Testament ait été rédigé, puisque c'était déjà présent dès les temps préhistoriques, où déjà l'homme, Homo sapiens, donc ce primate-là, était responsable de l'extinction de pas mal d'espèces. Donc en fait,
l'Ancien Testament n'a jamais rien fait que de procéder à quelque chose d'assez, un tour de magie un peu génial. C'est-à-dire qu'il s'est contenté de dire à l'homme, en fait, suis ton instinct, continue à tout massacrer comme tu l'as toujours fait. Alors évidemment, il ne faut pas s'étonner qu'une religion comme ça ait été largement adoptée. Bien pratique, il faut bien l'avouer. Donc voilà où on en est aujourd'hui, sachant que du coup, ce qui est gênant pour un médiateur, c'est que la perception qu'ont les gens des serpents est très très loin d'être rationnelle en fait. Elle n'est pas issue d'observation. Elle est issue en fait, énormément de leur tête, de ce qu'ils ont entendu dire sur les serpents. Et objectivement, j'ai beau être herpétologiste, en fait, si le genre de serpent qu'ont les gens dans leur tête existait véritablement dans les haies, dans les bois, etc., je serais le premier à les fuir parce qu'il est vraiment très très effrayant. Et le problème, c'est d'extraire d'une façon les gens de leur tête, de les détacher un peu, de leur détacher le regard intérieur qu'ils ont sur le serpent qui vit dans leur tête, pour leur faire découvrir le vrai serpent, en fait, celui qui vit dans la nature, un être matériel, qui n'est pas un poltergeist qui traverse les murs, c'est pas un truc immatériel. Et je crois que tout l'enjeu un peu du médiateur, c'est de permettre aux gens de rencontrer le vrai serpent, en fait. Sachant que la crainte des gens vis-à-vis de la dangerosité supposée est très largement excessive. Gaël vous en parlera, mais on est environ à un demi-mort par an en France métropolitaine. Ça fait pas beaucoup, en moyenne. C'est quand même pas beaucoup. Ça n'a rien à voir, par exemple, avec le nombre d'enfants qui se noient dans des piscines privées, par exemple. Or, il y a beaucoup de mamans, une piscine dans un jardin, ça leur fait pas peur. Pourtant, une couleuvre dans un jardin, ça les fait fuir, elles en ont énormément peur. Donc il y a un petit problème d'appréhension rationnelle du serpent. Et c'est un peu tout l'enjeu du médiateur de composer avec ça, en fait, pour parvenir à une solution. Et j'en ai terminé, Donc j'en ai terminé. Je passe la parole à Gaël. Juste si vous avez des questions, notez-les et on y répondra. Vous pourrez les poser sur la dernière partie puisqu'il y a un lien entre les présentations. La parole à Gaël Leroux. Bonjour à toutes et à tous. Alors on va passer du côté obscur de la force sur les morsures à proprement parler. Alors, pique-nique dans la nature ou même dans le jardin. Et là, d'un seul coup, une douleur atroce et un bout de queue écailleuse qui fuit dans les herbes. Au secours, j'ai été mordu. Ça, c'est nos appels au centre anti-poison au quotidien à partir du mois de mai. Ouais. Alors, j'ai été mordu, d'accord. Bon, par quoi? Alors voilà un morceau de prédilection pour les vipères. C'est une chaussure en tongs. Alors ça c'est vraiment l'idéal, puisque alors une vipère c'est pas un cobra, donc ça se dresse pas, ça attaque plutôt bas. Et du coup, voilà, il y a un petit morceau de chair qui dépasse de la tongue, ça mord pas au-delà de la malléole, c'est-à-dire de la cheville, hein, une vipère, c'est très rare les morsures en plein milieu de la cuisse ou du mollet, à moins de se rouler dans l'herbe. Et c'est pareil, quand on farfouille un peu dans les herbes, on est rarement mordu au-delà du poignet. Les morsures en plein milieu du bras, elles nous semblent toujours un petit peu suspectes, mais la vipère reste un coupable idéal, peut-être moins idéal que les araignées, il y aurait beaucoup de choses à dire sur les araignées, sur ce sujet-là aussi. Alors qu'est-ce qu'on fait, nous, qu'est-ce qu'on recommande de faire sur place? Et ça c'est quelque chose que vous pouvez appliquer aussi, c'est en fait on ne fait pas grand-chose sur place. On calme, on rassure, on allonge la victime. Alors quand même, pensez à retirer les bagues et les bracelets, puisque ça peut gonfler beaucoup une morsure de vipère, mine de rien. Et ce serait dommage de scier
l'anneau sacré. À ne pas faire, par contre, alors c'est pas, on n'est pas à Crocodile Dundee, donc on n'insiste pas, on ne suce pas. Je vous ai épargné la photo d'un monsieur qui s'est sucé le doigt, qui du coup a des lèvres monstrueuses. Donc pas d'incision, pas de succion, pas de garrot, pas de choc thermique, on ne fait rien, on allonge et on rassure. Alors ceux qui veulent utiliser l'aspi-venin, c'est comme vous voulez, ça sert à rien. Mais ça peut servir à donner l'impression de faire quelque chose en attendant les secours, ce qui est déjà pas si mal. Bon, appeler les secours, ça reste quand même la base. Alors on se considère un petit peu, alors ça a l'air grave. Il y a des morsures de vipères qui sont graves d'emblée, avec une perte de connaissance, un état de choc. Bon, ça, on ne perd pas son temps, on appelle le 15, évidemment. Bon, ça passe, ça fait mal, mais ça a l'air à peu près correct, je suis pas très loin de la maison. Là, on peut commencer par prendre un avis, on appelle un centre antipoison, qui, s'il y a besoin, va appeler le 15. Et puis, sinon, on n'a pas été mordu, et là, on fait plus appel à des organismes de médiation pour en savoir un petit peu plus sur les serpents qui sont à la maison. Nous, qu'est-ce qu'on va faire en tant que centre antipoison? On va évaluer ce qu'on appelle le grade de la morsure. Alors pour les vipères, on a un système de 5 grades. Alors ça commence par un grade qu'on dit 0, c'est ce qu'on qualifie parfois de morsure blanche, même si la discussion avec les naturalistes a tendance à mettre un petit peu cette appellation en défaut. Est-ce qu'une vipère se fatigue vraiment à mort pour ne rien injecter? Bon. Le grade 1, c'est un œdème local autour de la zone mordue, pas de réaction systémique. Le grade 2A, c'est un petit peu plus fort. Le grade 2B, c'est un petit peu plus fort encore. Et le grade 3, c'est franchement plus significatif, avec un œdème extensif jusqu'au tronc. Ça, c'est assez marqué, et puis des signes généraux sévères. Bon, ça, c'est de la discussion de spécialistes. Ce que vous remarquez, c'est la colonne qui est tout à droite. C'est qu'en termes de prise en charge, de toute façon, il y a une surveillance hospitalière dès qu'on a une suspicion de morsure. Donc vous allez au moins passer 6 heures aux urgences, et puis c'est tout dans beaucoup de cas, et puis sinon on prolonge un petit peu la surveillance, et vous voyez, il s'affiche en gras, on utilise un antivenin dès lors qu'on est sur un grade qu'on considère comme modéré, c'est-à-dire 2A. On n'hésite pas à utiliser cet antivenin en France. Alors, cet antivenin dont on dispose en France, c'est ce qu'on appelle le Viperfav. De façon un peu barbare, c'est un fragment FAB'2 d'immunoglobuline équine antivenimeuse de vipère européenne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas un anticorps complet comme on avait autrefois. Donc c'est un petit morceau d'anticorps. Équine, ça veut dire que c'est fabriqué à partir du cheval. Et vipère européenne, ça veut dire que c'est efficace pour traiter les morsures par Vipera aspis, par Vipera berus et aussi par Vipera amodites. Donc c'est un antivenin qui est extrêmement efficace, pour lequel il n'y a pas d'effet secondaire. Je n'ai pas d'action chez Sanofi, enfin chez Micropharm maintenant, qui produit cet antivenin, mais qui est très efficace sans effet secondaire, et il y a quelques cas très rares de ce qu'on appelle une maladie sérique, c'est-à-dire une réaction à l'antivenin, mais qu'on sait prendre en charge sans problème. Alors, origine cheval, c'est longtemps ce qui a créé de la défiance chez les patients, c'est se faire injecter du sérum de cheval. Parce que effectivement, autrefois, on était plus sur un jus brut de cheval qui entraînait plus d'effets secondaires qu'il n'était intéressant pour la prise en charge de la morsure en elle-même. Bon, c'est plus le cas aujourd'hui. Bon, je vous ai remis rapidement les éléments sur la production d'un antivenin. Bon, il y a des spécialistes de la collecte de venin, il y a des fermes d'élevage de serpents dans lesquelles on récolte les venins. C'est inoculé à un animal, alors pas brut, parce que les animaux, c'est comme nous, ça ne supporte pas très bien la morsure.
C'est un venin détoxifié qui est injecté soit à un cheval, à un mouton, un dromadaire et à un lama, parfois. Plutôt des gros animaux, parce que si on essaye de récupérer du sérum de souris, ça va être compliqué. Il va falloir beaucoup de souris ou beaucoup de lapins. Donc là, on prend un cheval, ce qui est quand même plus confortable. On extrait et on purifie les anticorps et on a un produit prêt à l'emploi. L'étape de purification est capitale parce que c'est là qu'on assure le maximum de sécurité pour l'emploi des antivenins. Il n'y a absolument pas de crainte à avoir à se faire injecter un antivenin. Petit point sur l'épidémiologie, globalement, des morsures par les serpents. Vous voyez, l'Europe se situe, on a une trentaine de décès en Europe par an, par morsure. Les morsures de serpents en Europe, c'est vraiment un problème de riches. Je m'explique, c'est que c'est pas du tout le même genre de population qui est mordue, enfin en Europe de l'Ouest en tout cas. Vous voyez, par rapport à l'Afrique ou à l'Asie, hein, on a entre 20 000 et 100 000 morts par an. C'est la deuxième cause de décès après le paludisme par animaux, avec une population rurale principalement qui est touchée et un gros impact économique sur la vie du pays, enfin de la famille et du pays. Alors, en Europe, c'est touristique, hein, la morsure de vipère. Quelques chiffres sur des pays européens voisins. Alors, c'est l'incidence pour 100 000 habitants. Donc, on est autour de 3,5 morsures pour 100 000 habitants en France. Un petit peu moins en Suisse. L'Italie, l'Espagne, c'est à peu près comparable. En Europe, ce sont des vipères, enfin, c'est les animaux du genre Vipera qui mordent. Vipera modites principalement, c'est une morsure plutôt dans le sud de l'Europe. Vipera aspis, Berus et la Tastei pour les mordeuses. En France, les chiffres anciens, il y a 20-30 ans, voilà, on était autour de ce chiffre-là, 3,5 pour 100 000 habitants, 500 envenimations par an, avec autour d'un mort par an. Actuellement, sur les dernières études qui ont été faites, hein, publiées récemment, on est plutôt autour de 1 morsure pour 100 000 habitants, avec 2 à 300 envenimations par an et un mort tous les 5 à 10 ans. Vous voyez, en 2013, il y a une étude qui donnait 277 cas de morsure pour 2012. En 2017, c'était autour de 300 cas modérés à graves sur 2 ans, donc on est à peu près sur les mêmes ordres de grandeur. Et puis la dernière étude qu'on a faite, on était autour de 700 cas en 10 ans. En France, où est-ce que les morsures se produisent le plus souvent? C'est dans les Pays de la Loire. Et donc c'est plutôt dans l'ouest et dans le sud-ouest. Donc plutôt région centre et Pays de la Loire principalement. Si on descend un petit peu plus au niveau de l'échelle, vous voyez pour le Grand Ouest, c'est-à-dire le territoire qui est couvert par le centre antipoison d'Angers, donc Normandie, Centre-Bretagne et Pays de la Loire. En rouge, c'est les impacts de foudre. Donc c'est les communes dans lesquelles il y a eu des morsures, et puis la taille du rond rouge, ça vous donne le nombre de morsures dans chaque commune. Et vous voyez que, quand je vous parlais d'un problème de riche, on est sur la façade atlantique, Sable d'Olonne, Vendée, c'est l'hôpital de Challans et de La Roche-sur-Yon qui consomment le plus d'antivenins. On distingue vaguement la vallée de la Loire, et puis un petit peu le littoral breton. Bon, on s'est demandé pourquoi, par rapport à la Normandie par exemple, il y avait très peu de morsures. On a regardé un petit peu les circonstances individuelles. Je vous renvoie à la photo de la tongue. Donc les morsures, c'est principalement l'été. Ça, c'est pas nouveau, c'est pendant la période d'activité des vipères, mais aussi la période d'activité des gens. Donc c'est principalement en juillet entre 15h et 18h. C'est très souvent pendant une activité de jardinage ou en plein air. Donc c'est aussi bien dans la nature qu'au fond du jardin. Et ça, c'est quelque chose qui fait peur aux gens, justement, puisque
voilà, il ne s'agit pas d'aller crapahuter dans la cambrousse pour être mordu par une vipère. Le simple fait d'être au bord de sa piscine peut conduire à une morsure. Et puis, alors, les morsures sont fortuites, hein, c'est accidentel, sauf quand il y a quelques cas où la morsure a lieu quand on a essayé d'interagir avec l'animal. Alors l'interaction, c'est juste l'observer et prendre une photo, mais c'est aussi parfois essayer de la détruire ou de l'attraper. Et donc c'est une cause de morsure, évidemment. Alors toujours, pourquoi moi et pourquoi ici? On a différents éléments, on a essayé de croiser vipères, climat, habitat, population. Bon, évidemment, plus il y a de vipères, plus la probabilité de présence de vipères est élevée, plus le risque de morsure est élevé. Au niveau climatique, on voit nettement qu'il y a un gradient climatique et que plus la température moyenne annuelle augmente, plus le risque de morsure augmente. Au niveau habitat, on voit aussi que... j'ai inversé habitat et climat. Au niveau habitat, on voit aussi que les milieux, les communes où le milieu est le plus ouvert sont celles où il y a le moins de morsures. Ça correspond à des préférences des vipères, vraisemblablement, avec des communes où les morsures sont plus fréquentes quand il y a une part plus importante de haies, de lisières, de cultures pérennes, ce genre de choses. Et puis une concentration urbaine plus dense augmente le risque de morsure, ça renvoie aux morsures dans le jardin. Et puis la pression touristique joue un rôle aussi, puisque les communes à forte pression touristique, on l'a vu sur la Vendée, conduisent à une augmentation du nombre de morsures. En conclusion, les morsures de vipères, c'est un phénomène fréquent, potentiellement grave, mais finalement c'est pris en charge de façon très efficace. On ne meurt pas d'une morsure de vipère en France, la plupart du temps ça se passe très très bien. C'est quelques heures à l'hôpital et on ressort plutôt en bonne forme. Les études qu'on essaye de mener aujourd'hui en France maintenant, c'est d'essayer d'avoir une meilleure connaissance des circonstances de morsure pour essayer de concilier au mieux la cohabitation entre l'homme et l'animal en sachant mieux où se produisent les morsures et comment on peut organiser les choses. Voilà. Merci Gaël. J'ai oublié de me présenter tout à l'heure, donc moi c'est Mickaël Nicolas, donc éducateur nature à Nature en Occitanie et coordinateur du pôle de médiation faune sauvage à Nature en Occitanie. Donc nous on intervient sur toute la région Occitanie, seulement sur de la médiation, pas du tout de centre de soins, de prise en charge d'animaux, on prend juste en charge des bénévoles qui transportent des animaux notamment. Et nous pour revenir sur les cas vipères, on a 2-3 cas de sollicitation de médiation de vipères par an, ce qui est vraiment pas grand chose, alors qu'on a quand même les Pyrénées à côté avec des hotspots de vipères, donc on pourrait y revenir tout à l'heure. Je donne la parole à Jean-Marie Balloire qui va nous parler du coup de ses travaux sur la sensibilisation aux reptiles, notamment avec le public enfant. Oui, merci Mike. Avant que tu mettes Mathieu, Gaël, j'ai une question. Tu as dit que ça se passait bien les morsures de vipères. Je n'ai pas eu cette expérience personnellement. Une dizaine d'années, je me suis fait mordre. Et j'ai passé donc, je suis allé à l'hôpital comme il faut, je suis resté cool. Et ils m'ont donné du sérum que le lendemain, une fois que mon bras avait gonflé jusqu'à l'épaule, je me suis fait mordre au doigt. Et le lendemain, une fois que j'avais bien douillé, que j'étais à l'échelle de douleur assez élevée, j'ai dit, oh, peut-être lui donner le sérum finalement. Donc, alors, pourquoi ils ont attendu aussi longtemps? Je sais qu'il y avait des soucis par rapport au sérum, qu'on n'était pas sûr que ça marchait bien, etc. Je sais pas si c'était une explication ça. Je suis un peu fâché quand même. Oui. Alors, comment dire on est comme des gens, il y a des bons médecins et des mauvais médecins. En fait, on a de plus en plus protocolisé de mieux en mieux les prises en charge. C'était il y a combien de temps, tu m'as dit? Je me rappelle plus. Oui, une douzaine d'années. Une douzaine d'années, oui. Balbutier encore, hein. Vraiment, aujourd'hui, la recommandation, c'est
c'est de traiter le plus rapidement possible avec l'antivenin, idéalement dans les 6 à 12 heures, dès qu'on a une suspicion et dès que l'œdème commence à atteindre quelques centimètres, on traite. Malgré, bon, voilà, on n'a pas de restriction, la seule contre-indication à l'antivenin, c'est son coût, mais c'est tout. Problème de subvention à l'époque. Merci. Donc merci les organisateurs notamment de m'avoir invité pour cette table ronde. Je suis content parce que c'était l'occasion pour moi de ressortir des graphiques issus de ma thèse que j'ai passée il y a une dizaine d'années, 10 ans, 11 ans. Donc je suis assez content et il faudra être aussi un petit peu indulgent avec moi parce que je vais me remémorer avec vous un peu les graphiques que je vous présente en restant assez simple. Donc j'ai intitulé ce diaporama, cette présentation, Serpent Éducation Environnement Challenge, mais aussi Opportunité. On verra pourquoi. Donc c'est le contexte général. Hein. C'est en gros tout se casse la gueule, c'est une catastrophe, l'urbanisation, l'intensification des pratiques agricoles, etc. Donc bien évidemment, il faut protéger ce qu'il est encore temps de protéger, créer des réserves, etc. Mais il ne faut pas non plus négliger tous ces espaces anthropisés, hein, et notamment par exemple les jardins qui représentent aujourd'hui plus d'1 million d'hectares. Donc c'est une surface considérable. Donc aujourd'hui, on ne connaît pas des réserves d'une superficie aussi grande. Donc voilà. Et bien sûr, le problème c'est que ces jardins sont négligés, mais sont très peu accueillants pour la biodiversité. Là, on voit une pelouse rase, un peu d'eau, etc. Bon, là, on peut essayer de compter des insectes, des oiseaux, on ne va pas trouver grand-chose. Donc ces milieux ne sont pas du tout favorables, c'est le problème. Et c'est pour ça que c'est important l'éducation à l'environnement est extrêmement primordiale. Deuxième constat, c'est que le média aujourd'hui, on a beau faire... ça doit être dans les programmes scolaires, l'éducation à l'environnement, la biodiversité, etc. Il beau y avoir des associations qui font de l'excellent travail de sensibilisation, d'éducation à l'environnement. Ça reste les médias, les principaux médias qui font ce travail d'éducation. La télé, les réseaux sociaux, etc. Et en gros, parce que les enfants aujourd'hui passent le plus clair de leur temps sur les écrans. Donc aujourd'hui, on a une phase où il y a une déconnexion. Alors, je sais que même avant, peut-être, on était déconnectés aussi. Mais il y a une déconnexion, en tout cas actuelle, des enfants, du public, par rapport à l'environnement immédiat, des animaux, etc. Notamment, du fait aujourd'hui, pas mal de pédagogues s'inquiètent du fait de l'omniprésence des écrans dans la vie quotidienne des enfants. Donc les enfants, alors je ne vais pas préciser, mais c'est une cible ici en éducation à l'environnement, c'est une cible parce que c'est à cet âge-là que s'ancre le savoir, qu'on peut sensibiliser, que les gens sont encore un petit peu malléables, entre guillemets. Et puis aussi, on l'a vu ce matin, c'est les enfants aussi peuvent sensibiliser à leur tour leurs parents, leurs grands-parents, etc. Donc autant s'intéresser aux enfants pour commencer. Alors il y a pas mal de sondages, dans le cadre de la thèse j'ai fait aussi pas mal de sondages sur... je regardais ce qui se passait dans la tête des enfants quand on leur parlait de problèmes de biodiversité, d'animaux, etc. En gros ça ressort de toutes les études qui ressortent, etc. Biodiversité, pour les enfants, c'est les espèces charismatiques, le panda en tête de liste bien sûr. Et puis, des fois aussi on s'aperçoit qu'il y a les chiens, les chats, donc il y a un petit peu mélange, les animaux qui doivent être protégés, sauvages, domestiques, etc. Et puis en gros ça se résume à quelques animaux, puis aussi un petit peu les Pokémon. Alors il y a une étude qui a montré aussi que ce problème-là, le fait que les enfants ne connaissent que finalement très peu d'espèces charismatiques, ça pourrait venir par exemple de leur capacité à retenir les espèces animales. Il y a des études qui ont été faites qui montraient que les enfants sont capables de nommer plus de 400 espèces entre guillemets de Pokémon différentes. Et les enfants sont capables connaissent très bien leur écologie en quelque sorte. Donc c'est pas un défaut il y a trop de noms scientifiques, etc. de savoir. C'est juste que ils s'y intéressent pas, en tout cas on leur offre pas l'opportunité de s'y intéresser. Bon, voilà. Donc ça c'est assez problématique, et puis ça engendre bien sûr des biais, on l'a vu ce matin, dans les programmes de conservation en général. Là c'est pareil, c'est un biographe aussi, mais c'est les programmes de réintroduction. Donc le principe, la représentation des principaux taxons dans la nature vont
bien sûr, les invertébrés sont largement devant les autres, notamment devant les vertébrés, et pourtant ce sont les vertébrés qui focalisent grandement majoritairement les attentions des programmes de conservation. Il y a quand même un gros biais derrière, et ça peut être bien sûr problématique. Donc comment progresser? C'est la question cruciale. Là c'est pareil, hein, l'ensemble des études et même les spécialistes, les éducateurs montrent qu'en gros il faut de l'expérience de terrain. Il faut amener les enfants sur le terrain pour les reconnecter au mieux avec la nature, reconnecter le public avec leur environnement immédiat. Alors c'est très bien sur quelles espèces travailler. Alors c'est bien de travailler sur des nichoirs, etc. Des petits oiseaux qui vont peut-être pas être très contents. Mais est-ce qu'on fait beaucoup de progrès finalement en se focalisant sur des espèces qui a priori sont déjà aimées? C'est la question. Ou que les gens ont envie de protéger. Autant peut-être travailler sur des espèces les plus mal aimées, les moins populaires, etc. Comme ça on a une marge de progrès plutôt importante. Si aujourd'hui quelqu'un est enclin à protéger une chauve-souris et une araignée, il y a de grandes chances qu'il soit enclin à protéger pas mal d'espèces, les oiseaux, les hérissons, etc. Et puis en plus, globalement, l'idée, c'est favoriser une biodiversité un petit peu cryptique, où il faut fouiller dans les jardins, etc. Une sorte de peuple des broussailles, en fait. Donc c'est vraiment à l'inverse du joli nichoir qui est au-dessus de la pelouse bien rase, etc. Les serpents, donc voilà, je vais en dire, parmi les espèces qui peuvent être très utiles pour faire ce travail de sensibilisation, ce sont les serpents. Et c'est pour ça que pendant le travail, là, je m'étais intéressé aux serpents, qui, là Gilles nous l'a rappelé, etc., c'est très mal véhiculé à travers les médias, il y a tout un tas de légendes, des traditions judéo-chrétiennes. Il y a beaucoup de choses négatives, la plupart de ce qui est transmis sur ces espèces-là, c'est que du négatif, actuellement. Voilà, donc on voit les serpents qui sont associés à des maladies, etc. Et puis bien sûr, ça engendre des mauvais comportements, la pelle, voilà. Des coups de pelle, etc. Et puis bien sûr, des problèmes si on veut mettre en place des programmes de conservation, et aussi ça va jusqu'aux politiques, parce que bien sûr, si le public n'a pas envie de protéger ces animaux-là, comment mettre en place des programmes de conservation sur ces espèces-là, et comment favoriser au mieux les décisions politiques en leur faveur. Donc, à partir de ce constat-là, voilà, j'ai mené des enquêtes en milieu scolaire, dans quelques pays différents. Donc j'ai fait il y a un questionnaire, c'était un questionnaire écrit avec tout un tas de questions assez différentes. Il y a des questions assez simples, tout simplement, est-ce que vous aimez ou vous n'aimez pas les serpents? Donc c'était l'idée de mesurer l'aversion qu'ont les enfants envers les serpents. Et là, on est parti sur le serpent, on s'est dit, c'est bon, c'est une espèce mal aimée, tout le monde va détester. Voici en gros les résultats. Donc ça, c'est les enfants qui déclarent ne pas aimer les serpents. Donc on voit, ça va de la France, donc des pays plutôt occidentaux sur la gauche. Et à droite, on commence à être des pays, Népal, pays en voie de développement, on va dire, et où il y a pas mal d'espèces venimeuses. Donc on voit notamment en France, en Espagne, Italie, les enfants qui déclarent instinctivement, spontanément, ne pas aimer les serpents, c'est 25, maximum 30% de la population des enfants. On n'est pas dans des chiffres catastrophiques d'aversion, auxquels on pourrait par exemple s'y attendre. Donc ça reste modéré. Si on va chercher, fait la même enquête chez les adultes, bien sûr, ça monte plus haut, on augmente au fil de l'âge en fait. Donc là, on s'est posé une question, finalement, est-ce que la peur des serpents, on dit, les gens ont peur des serpents, c'est compliqué, est-ce que ce serait pas un préjugé aussi? Tout simplement. C'est une question assez ouverte. Et donc, alors là, c'est peut-être intéressant par rapport à la présentation d'avant, c'est la proportion d'enfants qui déclarent aimer les enfants par rapport au produit intérieur brut. Pardon, ce que je dis, proportion d'enfants qui déclarent aimer les serpents. Voilà, en gros, il y a une corrélation entre le produit intérieur brut, la valeur du produit intérieur brut des pays, et la proportion des enfants qui aiment les serpents. Alors, je sais pas les explications qu'il peut y avoir derrière, c'est tout parce qu'on a c'est que c'est la place des espèces venimeuses dans les pays. Donc, plus il y a d'espèces venimeuses, forcément,
plus il y a de morts, et plus c'est logique que les enfants n'aient pas envie de les aimer ou de les protéger. Et par contre, quand on va dans les pays... et c'est surtout parce que ça montre plutôt ce graphe-là, c'est pas forcément cette aversion qui est importante, le fait qu'il y a des espèces venimeuses, mais c'est plutôt lié vraiment au produit intérieur brut. Donc c'est plutôt une question d'accès aux soins, d'accès au sérum, etc. Et là, ce qui manque à cette étude-là, c'est qu'on voulait regarder si par exemple en Australie, il y a beaucoup d'espèces venimeuses, c'est très bien géré, il y a des gens qui viennent récupérer les serpents, etc. Visiblement, les gens n'ont pas trop peur, ils sont habitués à vivre avec les serpents. Donc c'est pas forcément une question de présence d'espèces venimeuses, on est plutôt dans des questions là de les accès aux soins et ce qui est véhiculé, les médias, etc. On voulait faire aussi des enquêtes à Madagascar, où là il n'y a pas d'espèces venimeuses, et puis en plus c'est pas un pays où l'accès aux soins il est vraiment pas terrible. Et là, les questionnaires n'ont pas pu être reconduits là-bas. On s'attend à ce que les enfants, finalement, peut-être aient peur ou pas peur. Donc ça revient à la question de savoir si c'est inné ou plutôt acquis. Enfin bref, je sais pas si ça va, Fred. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que voilà, l'accès aux soins, ça semble être un facteur important sur le fait que les enfants, le public aiment ou n'aiment pas les serpents. On a été un peu plus loin dans le questionnaire, est-ce que c'est important de protéger les serpents? Et là, c'est le deuxième résultat assez surprenant, les enfants n'aiment pas les serpents, mais ils veulent quand même les protéger. Et la plupart des enfants, la majorité d'entre eux, déclarent que les serpents doivent être aussi protégés comme les autres espèces. Voilà. Donc ça, on a mené bien sûr des questions un peu plus ouvertes sur pourquoi tu aimes les serpents, et qu'est-ce que les serpents représentaient pour eux. À chaque fois, les réponses étaient parce qu'ils sont sympas, ils sont gentils, ils sont beaux, ils sont doux, pour ceux qui aiment, ils sont jolis, etc. Et pour ceux qui n'aiment pas, ils sont moches, ils sont gluants, etc. Donc ça, on le sait. Donc c'est toutes ces réponses derrière, c'est lié aux aspects d'affectivité, ou voire d'aspect de l'animal, s'ils sont beaux, etc. L'affectivité, et aussi les critères d'esthétique. Donc ça nous suggère qu'il y a tout le côté émotif qui est derrière, qui engendre un mécanisme d'aversion ou non des serpents. Donc voilà. Donc c'est l'affectivité ici, c'est une des principales raisons évoquées par les enfants pour parler de leur sympathie. Et là, on a d'autres questions. On leur a demandé leur vécu un petit peu, qu'est-ce qu'ils avaient fait avant. Et là, c'est donc les ronds, en fait, c'est la proportion d'enfants qui déclarent ne pas aimer les serpents. Et là, ici, c'est les enfants qui n'ont jamais vu de serpent. Donc en fait, la proportion d'enfants qui n'aiment pas les serpents, c'est ceux qui n'en ont jamais vu. Et plus il y a eu une expérience proche avec l'animal, plus cette aversion diminue. Et inversement pour les enfants qui aiment. Et cette aversion, elle va à partir du moment où les enfants ont déjà touché cet animal-là, l'aversion ou la déclaration, ou le fait que les enfants aiment les animaux, ça va être très important. Voilà, donc visiblement, c'est l'expérience aussi qui serait l'un des principaux véhicules, un des principaux facteurs de ces réponses-là. D'où l'idée d'amener les enfants sur le terrain, et là je faisais donc ma thèse au centre d'études biologiques de Chizé, où en routine on faisait des captures, marquages en capture, des suivis de population de serpents. Donc les étudiants capturaient, manipulaient avec des autorisations bien sûr, quoique à l'époque, si donc voilà, et l'idée c'était d'amener les enfants, de leur faire découvrir les serpents, comment on les manipulait, les mesurer, etc. Et surtout l'idée c'était de les faire venir au contact des animaux, au contact de leur environnement, au contact de la broussaille, là où on les trouve. Donc ça c'est simple parce qu'on utilise des plaques en fibrociment, ici des refuges, qui d'ailleurs peuvent être décorés par les enfants au préalable. Voilà. Donc l'idée de ces séances courtes d'animation, auxquelles j'ai pas mal participé, il n'y a jamais eu on n'a jamais cherché à dire aux enfants les animaux ils font ci, leur écologie est spécifique, ils sont utiles pour ça, etc. Nous l'idée c'était on va dans la nature, on soulève les plaques et on regarde ce qu'on trouve, etc. Si on trouve une couleuvre
verte et jaune, et ben on va l'identifier, on va la peser, on va regarder si c'est un mâle, une femelle, est-ce qu'elle a des œufs, etc. C'était vraiment rester dans on n'est pas dans le discours, on est dans créer juste de l'expérience, que les enfants fassent leur propre expérience. Bien sûr, nous, on avait plus la maîtrise des animaux, bien sûr. Voilà. Donc en gros, là, c'est assez content, il y en a leur plaque, et puis ils s'amusent et ils capturent des serpents avec nous. Et donc l'idée, c'était de voir ce qui se passait avant et après, en termes d'amélioration de la connaissance, enfin pas de la connaissance, mais en termes d'amélioration des attitudes envers ces animaux. Donc là, il y a toujours, ça c'est la proportion d'animaux qui déclarent aimer les serpents, donc c'est en blanc ici. Aimer, pardon. Les enfants sont des animaux aussi. Donc en gros, ça augmente. Donc après l'expérience, on avait déjà pas mal d'enfants qui aimaient les serpents. Et puis après, il y en a encore plus. Et on a quand même fait des contrôles. En gros, quand il se passe rien, quand on fait pas d'animation dans la nature, etc., il se passe rien. Les enfants, bien sûr, ils aiment toujours plus ou moins les serpents après. Donc ça montre comme une expérience courte sur le terrain va clairement favoriser les attitudes des enfants, du public envers ces animaux qui sont a priori parmi les plus mal aimés dans le monde. Et voilà, on voit bien cette amélioration-là. Là, c'était la question, c'est on l'avait dans une liste de 10 animaux, avec bien sûr des pandas, des machins. Bon, il n'y avait pas que des pandas, il y avait des scarabées, des tortues, des toucans, des dauphins. De citer les 3 qui étaient qui devaient être protégés en priorité. Donc il y a le avant, donc avant c'est en blanc, les serpents n'étaient pas très bien placés, et puis après, bon, bien sûr, après l'expérience, les enfants veulent protéger les serpents à tout prix, etc. Et ça passe devant les ours polaires. Je vais essayer de faire plus court. Et là, pourquoi les aimes-tu? Là, on leur raconte pourquoi. C'est surtout parce que les enfants, ils aiment les serpents. Pourquoi? Parce qu'ils sont doux, ils sont jolis, ils sont gentils, ils sentent bon, etc. Voilà. Alors pourquoi ils sentent bon? Après. Je ne sais pas si vous avez déjà senti une petite couleuvre d'esculape qui sent le petit pois. Et bien ça compte beaucoup pour l'expérience sensorielle, c'est très important. Et c'est vraiment des véhicules assez importants. On leur a demandé quelle était l'activité préférée sur la journée de terrain. Donc il y avait en gros c'est le questionnaire qui a été fait. Est-ce que c'est le discours des éducateurs, le fait d'avoir touché, d'avoir attrapé les serpents, d'avoir soulevé les plaques, etc., voire vu d'autres animaux. Et ce qui passe largement dedans, l'activité préférée des enfants, et là je sais qu'il y en a qui vont grincer les dents, mais c'est pas grave, c'est le fait d'avoir touché les serpents. Voilà. Alors là ça va, je suis resté soft, parce que donc là c'est Bibi là, qui manipule une couleuvre verte et jaune. J'ai une photo où il y a une enfant qui fait un bisou à une vipère, bien sûr qu'elle était tenue par quelqu'un d'autre. Donc j'avais mon examinateur de thèse qui m'a dit c'est pas possible de pas mettre ça. Voilà. Donc le message que je voulais faire passer, c'est en termes de médiation, ce qui est primordial à mon avis, c'est travailler sur le canal émotionnel. Déclencher ce canal explorel, les expériences, le sensoriel, le fait de toucher, sentir, voir ça suffit pas, mais vraiment de raconter des histoires, même de faire l'anthropomorphisme, de dire voilà ça c'est maman couleuvre qui va avoir des œufs bientôt, elle va aller dans le muret pondre ses bébés, pourquoi moi, ça me dérange pas, je trouve ça beaucoup plus efficace que de parler de c'est utile pour la nature, les relations écosystémiques, etc. Enfin voilà. Et ça, très clairement, l'ensemble des études, ça va jusqu'aux neurobiologistes, pour que s'ancre la connaissance, pour que s'ancre les attitudes, il faut passer par l'émotion, par le canal affectif. Voilà. Donc c'est tout l'intérêt aussi de ces expériences, de ces interventions de médiation, où finalement les gens, les bénévoles vont au contact de l'environnement immédiat des gens. Par exemple, on voit ici Alexia de la Sotom qui vient dans un jardin de sauver une couleuvre de Montpellier qui est prise dans un filet. À côté, il y a l'observateur qui est là, il se dit tiens, il y a des serpents dans mon jardin, il avait déjà vu, mais il se passe autre chose, quoi. Alors on va jusque dans le jardin, on va même plus loin, jusqu'au cabèche, des fois avec les serpents, parce que ça se faufile un peu partout. Donc voilà, on a des situations assez incongrues avec les serpents dans les escaliers, les toilettes, etc. Dans les coffres de voiture. Voilà.
Alors ce matin, j'ai fait une rapide tour sur internet, j'ai tapé snake catching, et voilà ce qui a perdu, en grosso modo, de Google. C'est que ceux qui attrapent les serpents, il faut. Alors, qui est le public, qui peut attraper les serpents? Donc il faut être des hommes, il faut avoir de la barbe. C'est pas Poutine qui a la barbe, des tatouages idéalement. Voilà, et puis ça montrait pas mal quoi. Donc non, ce que je trouvais assez affligeant, effectivement, c'est qu'il n'y a jamais de filles, il n'y a jamais de femmes. C'est un truc d'homme en fait, c'est vrai. D'attraper les serpents et surtout de faire des trucs un peu bizarres. Donc, voilà. Donc, moi, pourtant, la médiation, ça peut être favorisé par. Moi, ce que j'aime bien, c'est avoir des filles qui aussi s'intéressent aux serpents et qui, peut-être, ça peut être plus facile de véhiculer des bonnes paroles sur les serpents. On débloque des choses plutôt que d'avoir le cow-boy qui arrive et dit ouais, il va attraper le serpent. Quelqu'un qui est tout à fait normal, qui vient attraper, faire toucher. Et c'est à mon avis beaucoup plus efficace qu'arriver avec ses tatouages et son chapeau. Voilà, et puis là, voilà, c'est un exemple d'Alexia qui a sensibilisé via aussi la manipulation dans son jardin, après l'avoir sauvé, cette couleuvre-là, la requérante, qui avait la peine. Alors, bien sûr, là on utilise ces animaux sauvages qui aussi, on peut manipuler. Parce que si on a un contexte de, si on les manipule pas, si on les retire pas de leur filet, ils vont mourir. Donc on a le droit de le faire d'un point de vue légal de toute façon. Mais toute cette médiation peut être bien sûr faite avec des animaux de terrarium. On a ici une élève gutata qui peut vraiment être des outils très intéressants pour faire de l'éducation envers ces espèces-là. Je crois que j'ai terminé. Voilà. Merci Jean-Marie pour cette intervention qui n'a pas manqué d'humour en plus, donc du coup c'est pas mal. Comme toute histoire, la nôtre a commencé par Il était une fois, ou presque, et elle va finir par une fin heureuse, et ça rejoindra un peu la présentation qui a eu lieu juste avant. Nous, c'est pas Ils vécurent heureux, beaucoup d'enfants, c'est Ils vécurent finalement heureux et sensibilisèrent beaucoup d'enfants, parce qu'en fait il y a un facteur qui n'était pas présenté dans l'étude là, mais peut-être que le facteur Jean-Marie a joué aussi dans l'affectivité des enfants envers les serpents. Et le premier transmetteur d'informations auprès des enfants, c'est les parents. Et le premier contact avec un serpent d'un parent, il va rester dans la mémoire d'un enfant derrière. Et c'est nous, en tant que parents, qu'on sensibilisera le mieux nos enfants à ne plus avoir peur de ces animaux pour lesquels il n'y a pas excessivement de danger aujourd'hui. Voilà. Du coup, on avait prévu un temps de questions assez long. Vous en avez sans doute noté plein, ou pas. Vous avez le temps de les noter. N'hésitez pas à les poser. Du coup, libre à vous. Claude. Désolé, je vais rester dans le technique, pas dans l'affectif. J'aurais voulu savoir s'il y avait des données épidémiaux, envenimation vipère sur les animaux domestiques, en particulier chiens et chats. Non, pas à ma connaissance. Alors c'est vrai qu'on est en contact et on devrait pouvoir faire quelque chose avec l'école Veto de Nantes, où il y a un centre antipoison vétérinaire. La principale difficulté qu'ont les vétérinaires, surtout, c'est que l'antivenin n'a d'autorisation de mise sur le marché que pour l'homme, et donc ils n'ont pas la possibilité d'utiliser l'antivenin pour soigner les animaux, ce qui est problématique. Donc on essaye pour le moment d'essayer de leur donner accès au moins à nos périnés, dont on sait qu'ils sont encore très efficaces. Voilà. Juste par curiosité, donc toujours autour du vaccin, vous disiez, enfin du vaccin de l'antidote, vous disiez qu'il avait un coût assez conséquent, juste pour avoir un ordre d'idée sur le prix. Il est autour, alors il a changé de labo, donc il est un peu plus cher qu'avant, mais il est moins cher que le concurrent. Il est autour de 1000-1200 € l'ampoule. On injecte une ampoule.
Donc, on injecte une ampoule, que ce soit un adulte, un enfant. Le recours à la deuxième ampoule est exceptionnel. C'est remboursé? Ah bah pour vous c'est dans le forfait hospitalier, enfin c'est complètement, c'est la sécurité sociale qui prend en charge quoi. C'est pas comme les antivenins, c'est uniquement administré à l'hôpital. Vous ne pouvez pas vous procurer d'antivenins en France pour votre usage personnel à garder à la maison. Non, mais ça a été longtemps le cas, en particulier pour les antivenins exotiques. Aujourd'hui, les antivenins sont des produits hospitaliers. D'autres questions? Moi, je vais en poser une. Ça en amènera peut-être d'autres. Est-ce que la peur des serpents, c'est quelque chose qui est inné ou pas? Oh. Non, t'as posé cette question, j'ai pris quelques slides. Alors, je sais pas si vous voulez répondre, Gilles ou vous voulez répondre. Je suis pas spécialiste de la question, mais j'ai des collègues qui travaillent sur qui travaillent sur ce sujet. Je passe, voilà. Ouais, ça c'est une question qui revient beaucoup parce que notre peur est finalement innée. Il y a une grosse théorie derrière sur le fait que la peur des serpents est ancrée dans nos gènes, que ça vient depuis l'époque depuis 2000 ans, un peu, encore pas avant, depuis le moment où on était encore des singes ou les cousins des singes. Et donc cette peur serait, selon cette théorie qui s'appelle le Snake Detection Theory, on l'appelle le SD même, qui est une théorie qui est reprise dans beaucoup d'études dans la littérature scientifique. Donc là, elle se base sur quoi? Sur déjà le fait d'une étude de Homan et Mineka, là, sur déjà le fait qu'on a un module, l'amygdale. Dans l'amygdale, on a vraiment des récepteurs liés aux signaux de danger. Et les serpents feraient partie de ces signaux-là. Donc voilà. Donc ça s'est basé là-dessus. Et cette théorie va même jusqu'au fait que l'évolution de l'homme serait due au fait de cette peur innée des serpents. C'est-à-dire que les serpents auraient favorisé l'acuité visuelle des singes et donc leur cortex cérébral jusqu'à arriver donc du coup jusqu'au développement des hominidés. Ça c'est, je le dis très simplement, mais c'est ce qu'il y a dans la littérature scientifique et c'est une théorie qui est très solide, qui est reprise. Donc, et il y a eu des études qui ont tenté d'aller un peu plus loin, et notamment ils ont mené des expériences avec des enfants, mais aussi avec des chimpanzés. Pourquoi il rigole, mais je me suis pas trompé. Donc ils ont soumis une série d'images de serpents avec d'autres animaux, des fleurs, des lapins, etc. Et l'idée c'était que les enfants ou les chimpanzés sélectionnent les animaux qui vivaient qu'ils avaient vus tout de suite, ou ceux qui, dans d'autres questions, c'était ceux qui leur faisaient peur. Et donc là, les serpents, ça faisait partie tout de suite des animaux qui étaient plus facilement détectés. Et donc du coup, il y a pas mal d'études comme ça qui confirment cette théorie-là. Sauf que dans toutes ces images-là qui sont véhiculées, il y a des fleurs, il y a quelques... Enfin, en gros, ce qui manque, c'est un manque de comparaison, notamment avec les grands carnivores et les rapaces, qui sont en fait les premiers prédateurs des serpents, avant les boas au début, et après c'était les espèces venimeuses. Donc voilà, à l'époque, les singes, leurs prédateurs principaux, c'était aussi les grands carnivores. Or, dans ces études-là, ils n'ont pas fait de comparaison avec les grands carnivores et les rapaces. Et donc du coup, il y a un travail qui est mené par c'est Karl Zeger et puis qui fait une thèse avec Xavier Bonnet, donc du CNRS de Chizé. Et donc eux, ils ont repris ça. Et bien sûr, ils ont fait d'autres comparatifs. Ils ont mis dans les animaux à choisir bien sûr des carnivores. Et puis en fait, il y avait des jeux comme ça. Je crois que c'était des doublons. Il y avait une série de en tout, il y avait 221 portraits d'animaux, avec donc des espèces, tout type d'espèces de serpents, mais aussi il y avait des lions, des chevaux, enfin bref, il y avait tout, avec surtout des carnivores et des rapaces. Et ça, c'est les résultats, je vous explique rapidement, les résultats des questionnaires, donc les espèces qui étaient le plus rapidement détectées, et aussi les espèces qui étaient
le public avait envie le plus de peur, bah devant c'est le crocodile. Après il y a les serpents, mais juste à côté il n'y a pas de différence significative, il y a les araignées et les grands carnivores. Donc au final on se focalise sur les serpents, mais il n'y a pas que les serpents, il y a aussi d'autres animaux qui engendrent des signaux de peur dans le public. Donc ça remet un petit peu en question toute cette théorie-là, je pense. Et bon là ça c'est un peu dans le même temps, les temps de réaction, enfin voilà. Et il y a Jérémy Souchet, qui est aussi administrateur de la SHF, qui est étudiant avec Fabien Aubray. Lui il a travaillé sur les signaux aposématiques. Vous savez, donc c'est les signaux, lorsque le rouge, les signaux en triangle, ça favorise, ça suscite la peur, l'attention des gens. Bah, sur les serpents, une vipère, bon, il y a la tête un peu triangulaire, etc. Donc il voulait savoir si c'est plutôt que ce soit une peur instinctive, si c'était pas plutôt via les signaux que renvoyaient les serpents, donc malgré eux, en quelque sorte, le fait d'être un peu longiligne, avoir quelques signaux sur le dos triangulaires, qui finalement suscitait cette peur-là, voire ces phobies. Et là, c'est les résultats. Alors, il a proposé des différents habillages. Des fois, il a mis des couleuvres. Là, il a mis donc un chien avec des dents pointues. Voilà, ça c'est la proportion d'enfants qui répondent qui ont peur. En gros, c'est la peur est très forte chez ce type d'espèce-là, chez un chien, plutôt qu'un lapin. Bon, c'est ok. Et quand on regarde un serpent, bah, c'est un petit peu moins. Quand il y a les signaux triangulaires, ça marche pas mal aussi. Et quand voilà, signaux triangulaires, etc. Mais quand il y a des signaux qui sont les animaux n'ont pas de ces signaux-là, en tout cas pas mis en évidence, bah cette aversion elle diminue. Et quand on fait des tests avec des images complètement neutres, c'est-à-dire des dents pointues ou des dents pointues là ou des dents rondes, et ben dès qu'il y a des dents pointues, ça, en termes d'aversion, ça explose tout. Donc voilà l'idée de son étude. Bah là on voit bien, pour un même individu, bah, soit on le déteste, soit on l'adore. Mais c'est suivant, là il a des belles dents bien pointues, et puis il y a des petites dents rondes, etc. Donc évidemment c'est plutôt ces signaux-là. Là il y aurait certainement un côté inné par rapport à la distinction de ces signaux, plutôt que le fait que c'est les serpents en eux-mêmes qui déclenchent des peurs innées chez les gens. De toute façon, je pense que tous ceux qui ont fait des animations très tôt avec un public d'enfants et qui ont offert aux enfants la possibilité d'entrer en contact sensoriel avec les bestioles en question, en fait, ce qui se passe typiquement quand on attrape un serpent avec le grand public, sur un groupe de 15 par exemple, c'est que les enfants vont accourir et vont vouloir toucher le serpent, très souvent. Il faut les calmer leurs gestes parce que sinon ils le tripoteraient un peu trop et puis ils vont trop stresser la bestiole, alors que les adultes ils partent en courant en sens inverse. Et ça c'est régulier. Et par ailleurs, mon père, oui peut-être un père un peu bizarre, mais il avait fait une expérience quand merci Jean-Marie, quand j'étais très très gamin, j'avais 4 ans ou un truc comme ça, il avait posé un orvet dans l'escalier, donc quelque chose d'éminemment serpentiforme, qui n'en est pas un, mais enfin qui ressemble fortement. Et le premier réflexe, évidemment, c'est de le saisir, en fait. C'est de l'attraper. Et moi, les gamins en animation ou autre, ils veulent, à chaque fois, le réflexe, le serpent, ils veulent le toucher, quoi. Ils n'en ont pas peur du tout, quoi. Et du coup, c'est pour ça que j'en avais discuté avec Jean-Marie tout à l'heure de cette hypothèse-là, mais moi, c'était très dubitatif par rapport à ça, quoi. À la peur innée, pour moi, elle est largement acquise, en fait. Et transmise, c'est une peur qui est transmise par les parents, par les proches, par des figures d'autorité en fait. Mais je pense pas qu'elle soit innée loin de là. Oui, alors juste méfiez-vous quand même des inversions de causalité, c'est-à-dire quand vous montrez 2 images de dessin animé avec un méchant et un gentil avec des petites dents et des grandes dents, ils ont été dessinés comme ça. C'est-à-dire pour montrer un méchant, on met des grandes dents. Un gentil, on ne va pas montrer des grandes dents, mais ça serait un animal, ça serait n'importe quelle figure, ça serait un pot de fleurs, ça serait exactement montré de la même façon. Et c'est vrai que je suis assez sceptique sur l'explication, je dirais, génétique qui est des mécanismes qui nous rendent sensibles à la peur, à la répulsion, au dégoût, parce qu'on pourrait d'ailleurs agrandir ça. Ça, c'est évident. Mais que ça explique d'une façon fine l'attitude qu'on a par rapport aux serpents, la question des araignées pose problème, parce que les araignées sont massivement mal notées, on va dire.
Le problème de santé publique posé par les araignées, c'est quand même extrêmement maigre. Parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup d'espèces vraiment dangereuses et les araignées se situent bien loin derrière les scorpions ou les serpents, par exemple. Et je suis même pas sûr que les scorpions soient beaucoup plus mal notés, par exemple, que les araignées. Donc j'ai vraiment beaucoup de méfiance par rapport à ça, parce qu'il y a des tentations de généralisation un peu abusives. Par exemple, dans une stat que vous avez, un graphique que vous avez montré au tout début, où on voyait la répartition du dégoût par rapport au pays, vous dites c'est l'accès aux soins. Ouais. C'est aussi pour les exemples que vous montrez. Je ne fais pas d'extrapolation à partir de là. Mais c'est aussi globalement les pays d'Europe occidentale que vous montrez qui ont moins de répulsion, plus de propension à protéger que les pays asiatiques où il y avait la Turquie, il y avait le Népal, et le Maroc. Et le Maroc. Sauf que, et là je viens un peu contester l'idée d'un héritage biblique qui explique, etc., parce que ça ne marche pas du tout, étant donné que la protection de la nature n'est pas née en Chine, elle n'est pas née en Inde, elle n'est pas née en Turquie ni au Maroc, elle est née en Europe occidentale. Et que c'est bien après, et par imitation, que d'autres pays ont adopté les mécanismes de protection de la nature. Et si on regarde par exemple l'histoire de la Chine depuis l'Antiquité, celle-ci a abondamment détruit sa biodiversité, alors qu'il n'y a ni Bible ni christianisme en Chine antique. Donc il faut se méfier des liens de causalité qui paraissent évidents parce qu'on y pense, qui ne correspondent pas forcément à la réalité. Et du coup, je vais quand même faire un peu de promotion pour ma chapelle. Faire de l'histoire, c'est pas inutile, parce qu'effectivement, remonter dans le temps et se rendre compte que, par exemple, au XVIIIe siècle, on se lamente de la perte de la connexion à la nature, alors que par rapport à nos critères, cette nature est quand même omniprésente, et qu'à la même époque, au XVIIIe, on massacre allègrement énormément d'animaux juste pour le plaisir ou par peur, alors que cette nature, on l'a vraiment à portée de main. L'idée que c'est parce qu'on a eu cette distance qui permet d'expliquer tout a un mérite de donner une explication simple. Le problème, cette explication est fausse. Ouais, non, je souscris à 100%. D'ailleurs, c'était très bien résumé dans ton intervention de ce matin sur le fait que l'homme s'est révélé massacreur et dominateur bien avant les écrits de l'Ancien Testament ou quoi que ce soit. Après, je ne peux pas m'empêcher de penser que ça a apporté une petite caution quand même. Et que pour une culture quand même qui est fortement baignée d'influences bibliques et fortement baignée de religieux, le fait que Dieu ait commandé à l'homme de dominer, etc., bon, je pense que ça n'a pas pu jouer un rôle nul, quoi. C'est pas possible. Ça m'apparaît difficile. Alors, si on regarde les mécanismes de destruction de la nature depuis le XVIIIe, on ne peut pas remonter trop loin, on se rend compte que les mécanismes sociaux qui expliquent la destruction de la biodiversité, c'est essentiellement l'essor de l'égoïsme, ou comment dire, un égoïsme de minorité qui s'approprie des richesses au point de les détruire, clairement. Et ça, on n'en trouve nulle part la valorisation dans la Bible. La Bible est, comme d'ailleurs toutes les grandes religions, que ce soit du livre ou des grandes religions asiatiques, toujours des religions de modération. Que les sociétés ne soient pas modérées, ce n'est pas la faute de la religion, c'est de toute façon les sociétés ne sont pas modérées et qu'on modèle la religion pour faire passer cette non-modération. Je ne sais pas si je suis extrêmement clair par rapport à ça. Si, tout à fait. L'élément causal n'est pas la religion, c'est l'égoïsme. Ah mais certainement. Mais de toute façon, l'anthropocentrisme est un égoïsme. Je veux dire, l'anthropocentrisme est au reste du vivant, ce qu'une personne égoïste est à la famille qui ne l'est pas, par exemple. L'anthropocentrisme, ça consiste à faire passer l'homme avant tout le reste du vivant. L'égoïsme, ça consiste à faire passer soi, l'ego, avant les autres. C'est la même chose. Il y a une comparaison qui est quand même largement... Non, c'est deux choses de nature différente.
Je ne le pense pas. Mais on vous propose de débattre au goûter. Il y a juste une dernière question pour clôturer et finir presque à l'heure. Il n'y a plus de questions? Ah, bon, il y en a encore une. Et ce sera la dernière, m'a-t-on dit. Une question pour Gaël. J'étais juste curieux de savoir si le fait de se faire mordre une fois pouvait constituer un facteur aggravant pour les morsures ultérieures. C'est difficile à dire parce que c'est extrêmement rare. Les doubles morsures, enfin, sauf chez les naturalistes. C'est surtout pour Jean-Marie que je m'inquiète en fait. Non, on ne peut pas exclure qu'il y ait un phénomène d'allergie, un peu comme on a sur les allergies aux hyménoptères, avec une hypersensibilité qui nécessite une exposition initiale et puis après une réexposition, etc. C'est vraisemblable qu'il y ait un effet aussi effectivement à ce niveau-là. Et j'en parlais tout à l'heure, on se pose la question aussi des gens qui manipulent le venin, en particulier dans les fermes de récolte de venin, qui sont exposés à des aérosols de venin régulièrement, et qui semblent plus sensibles également, de la même façon. Donc on développe nous-mêmes des anticorps anti-venin, donc il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas d'hypersensibilité s'il y a des morsures multiples. À ce sujet, je peux citer le cas d'une collègue, herpétologiste, qui s'est fait mordre une première fois dans les Pyrénées, qui a eu une envenimation assez sévère, qui a fait passer un petit séjour aux urgences. Et 2 ans après, ou 3 ans après, elle s'est fait mordre à nouveau, cette fois-ci dans le Vercors. Et là, par contre, elle a fait un choc anaphylactique, et elle a vraiment failli y passer. Et donc, manifestement, enfin, ouais, il y a au moins chez certaines personnes une possibilité de sensibilisation avec un effet un peu différent d'une morsure à l'autre. On va s'arrêter là. Du coup, vous voyez bien que la médiation autour des serpents, c'est quand même compliqué. Donc c'est aussi l'enjeu du projet SOS, de la coordination d'un réseau SOS serpent que la SHF porte. C'est aussi de créer des outils pour aider les médiateurs, d'organiser des journées techniques, etc.